Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle séance. Chapitre 8, donc c'est le dernier chapitre, je ne m'étais pas rendu compte du premier tome du livre 7 parle, donc on se rapproche quand même de la fin de ce premier tome. Un chapitre très concret, 7 nous donne des conseils sur la manière de modifier notre rythme, sommeil, temps d'éveil, et également sur la nourriture. Nous sommes page 145. Je m'étais arrêté au milieu d'un paragraphe, là, l'avant-dernier paragraphe. Il venait justement de dire que des collations ou des repas très légers pourraient être pris au réveil quand on fait des petites siestes en milieu de journée. Et que, alors pour résumer, voilà, si vous nous rejoignez juste effectivement brièvement, 7 nous propose de modifier le rythme que nous avons à l'heure actuelle, qui est en gros de faire une grosse nuit, 8-9 heures, et après une grande journée. Son conseil est de répartir différemment et de faire des coupures plus régulières, de passer en fait de l'état éveillé à l'état endormi plus souvent, pour reconnecter justement les informations qui viennent de l'un avec l'autre, le moi éveillé et le moi endormi, pour également du coup trouver un rythme que lui trouve plus naturel. Il avait dit que voilà, vous avez donné à votre conscience certaines habitudes qui ne lui sont pas forcément naturelles, et que du coup voilà, on forçait à rester longtemps éveillé alors qu'il y a des moments dans la journée où la conscience a besoin de se reposer. On sent bien, c'est les petits coups de fatigue qu'on a régulièrement. Et la nuit, il considère que 10 heures de sommeil consécutif, c'est trop long. Donc les conseils qu'il a donnés, effectivement, voilà, c'était plutôt de diviser. Et donc il disait dans ce paragraphe que cette façon de dormir et de se nourrir, ce qu'il expliquait, résoudrait un grand nombre de difficultés métaboliques. Elle favoriserait également le développement des facultés spirituelles et psychiques. On s'en est arrêté là. Donc, pour appuyer sa proposition, il liste une série d'éléments positifs qui peuvent s'installer dans notre vie si on suit ses propositions. À la suite, il continue en disant « Pour diverses raisons, l'activité physique a sur le corps un effet différent selon qu'elle est pratiquée le jour ou la nuit. Et dans l'idéal, les deux sont nécessaires. » Donc, là, il nous dit clairement que finalement, une activité physique n'a pas les mêmes, alors il dit effets, mais voilà, conséquences, n'a pas les mêmes ajouts, bénéfices sur notre corps, selon que ce soit pratiqué pendant la journée et pendant la nuit. Et que, globalement, lui, il dit qu'il faudrait les deux bénéfices des activités physiques également pratiquées la nuit, chose qui est rarement faite, effectivement, sauf en hiver, où c'est peut-être plus facile, en tout cas sous nos latitudes, en France, puisque nous avons des nuits plus longues, donc voilà, ça dépend où vous vous situez effectivement sur la planète, mais en tout cas, il y a des moments où on peut potentiellement avoir des nuits plus longues, et du coup, avoir des activités physiques pendant cette période-là. Il insiste sur le fait, je redis, que pour lui, il faudrait faire des activités et le jour et la nuit, parce que, effectivement, c'est différent. Et il explique pourquoi dans le paragraphe suivant. Il dit qu'à certains moments de la nuit, les ions négatifs de l'air sont beaucoup plus nombreux ou puissants que pendant la journée. Donc voilà. Et là, il donne des éléments qui sont physiques, qui sont concrets, les ions négatifs dans l'air, ce qu'on appelle les anions. Voilà, donc là il avance le fait qu'ils sont plus nombreux ou puissants, donc là, sans expliquer physiquement ce que ça signifie, en tout cas s'ils sont plus nombreux ça peut se comprendre. J'ai déjà vu, alors là c'est pareil, je ne vais pas retrouver tout de suite comme ça une source, donc je verrai si je peux la donner en commentaire. Des analyses, il me semble, enfin, ça semblait basé sur quelque chose de physique, une mesure en tout cas,
les anions, les ions négatifs qui sont présents dans l'air, effectivement, en fonction de différents lieux. Et dans mes souvenirs, dans les zones plus humides, enfin notamment à côté des cascades, c'est l'endroit où c'était le plus élevé. Et voilà, donc plusieurs théories ou explications ou concepts disent que ça peut être intéressant justement d'aller de temps en temps dans des lieux où il y a des anions, des ions négatifs plus nombreux, plus puissants, voilà, qui vont apporter une certaine énergie de manière régulière, pour en tout cas, je ne sais pas si on peut dire que pour se recharger, en tout cas pour obtenir les bienfaits de ces anions en particulier. Donc là, c'était vraiment, je vous cite une étude qui n'a rien à voir avec SET, enfin une étude, je ne sais pas si c'est une étude voilà, vraiment scientifique, en tout cas c'était une mesure où il y avait comme ça, je me souviens, différents lieux, donc encore une fois, je vais essayer de voir ce que je peux trouver qui a l'air à peu près sérieux en termes de mesures. Mais c'est intéressant de voir que des éléments qui viennent, moi je l'ai entendu sous d'autres manières, hein, d'autres personnes qui disaient que oui, c'était bien, même les lampes à sel, par exemple, qu'on met dans les maisons. L'intérêt, la raison pour laquelle on propose les lampes à sel, une des raisons en tout cas, c'est de dire, quand vous la mettez en route et que ça chauffe, ça va libérer des ions négatifs dans l'air. Voilà. Est-ce vrai, est-ce faux je n'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que ça rejoint cette idée que Seth évoquait dans les années 70, en tout cas. La nuit, à certains moments de la nuit, en tout cas, lui, il dit qu'il y a des ions négatifs plus nombreux ou plus puissants dans l'air que pendant la journée, point virgule, et que dans ces moments-là, l'activité physique, en particulier la promenade, ou toute activité d'extérieur, donc effectivement on est plus en lien avec ces ions négatifs qui seraient présents donc plutôt, j'imagine, dans la nature, dans des zones plus naturelles en tout cas. L'activité physique, donc promenade ou toute activité d'extérieur, est très profitable pour la santé. Voilà ce que nous dit Seth, en tout cas, dans cette phrase. Parce qu'il nous parle de ce rythme de vie et il nous engage à réfléchir, à revisiter la manière dont nous gérons nos 24 heures par jour. Le grand concept, là, c'est vraiment pour résumer ce que j'ai dit dans la dernière séance, ou ce qu'il explique depuis le début de ce chapitre, c'est que le fait de découper en 2 ou 3 phases de sommeil sur 24 heures permettrait, selon lui, de réduire la durée totale de sommeil en gardant le même bénéfice, comme si à chaque fois on rechargeait. Il parlait d'éléments sur la... qu'est-ce qu'il disait? Je ne sais plus, il y avait quelque chose de chimique ou sur le métabolisme, quelque chose qui se rechargeait dans des processus chimiques, c'est ça, elle disait. Pour des raisons liées aux processus chimiques qui se produisent pendant le rêve, la santé du corps s'en trouverait améliorée. Et il avait parlé aussi... Non, c'est l'inverse. Il dit que cette manière-là, je viens de le redire, effectivement, résoudrait des difficultés métaboliques. Voilà, en tout cas, c'est un conseil qui nous donne de changer notre rythme de vie. Et donc, ça veut dire que pendant la nuit, on a une période où on peut être en activité. Et il conseillerait à ce moment-là d'aller se promener. Et il précise justement dans le paragraphe suivant les moments, puisque là, il disait simplement à certains moments de la nuit. Dans le paragraphe suivant, il nous dit directement... Or, les instants qui précèdent l'aube sont souvent un moment critique pour les grands malades. Ah oui, non. Donc non, c'est pas forcément le moment où il faut le plus se promener. Bon, excusez-moi, j'ai cru qu'il donnait les moments de la nuit. Je ne sais plus s'il le donne à un moment donné. Bon, en tout cas, dans ce paragraphe-là. Donc voilà, il dit qu'effectivement, il y a ce moment-là, pour les grands malades, selon lui, juste avant l'aube, chaque jour, c'est un moment critique. La conscience, dit-il, a été loin du corps pendant si longtemps qu'elle éprouve des difficultés à reprendre en charge les mécanismes corporels déficients. Donc il parle de grands malades physiques, a priori. Donc voilà, les grands malades qui ont donc un corps qui est affaibli, qui a un métabolisme déficient, qui a des organes, des capacités qui sont affaiblies.
ce moment-là, c'est le moment où la conscience revient dans le corps, reprend en charge, se tourne, donc voilà, puisqu'elle ne s'était pas éteinte, mais elle s'était tournée ailleurs. Là, elle revient diriger son attention sur le corps. Et le fait qu'il y ait ou pas la conscience qui dirige son attention sur le corps a visiblement des effets sur le corps. Là, il dit que la conscience était loin du corps et qu'il y a donc une difficulté à se reconnecter aux mécanismes propres au corps, notamment des mécanismes déficients. Il poursuit en disant « Donner des somnifères aux patients pour qu'ils dorment toute la nuit, comme on le fait d'ordinaire dans les hôpitaux », c'était dans les années 70, je n'ai aucune idée de ce qui se passe aujourd'hui, et puis c'est des indications, c'était aux États-Unis, à l'époque, le message de Seth qui a été donné, donc voilà, je ne sais pas ce qu'il en est, mais lui disait qu'en tout cas, cette manière-là, quelque part, de forcer un sommeil artificiel, en donnant des somnifères, est donc une pratique néfaste, selon lui. C'est vraiment très clair. Pour les grands malades, il y a besoin, au contraire, d'alterner le fait que la conscience s'éloigne du corps et y revienne pour garder une prise en charge efficace, on va dire, du corps, pour éviter, enfin pour sans doute faciliter sa régénération. Je crois qu'il parlait aussi de régénération à un moment donné. Voilà, tout ça vraiment en quelques pages, hein, c'est très très dense les informations qu'il donnait au début de ce chapitre. Là, je ne retrouve pas la notion de régénération. Qu'est-ce qu'il disait? C'était que... Voilà. Si, c'est ça, effectivement. Hein. Avec des périodes de sommeil plus courtes et plus fréquentes, disait-il, page 144, votre conscience atteindra des sommets de concentration plus élevés et votre activité aussi bien physique que psychique serait régénérée plus régulièrement. La nuit, mais ça le disait dès le début du paragraphe, il y a quelque chose qui se passe dans le sommeil qu'on ne pourra jamais remplacer et que par contre, il invite à, je me répète, hein, mais il insiste beaucoup dans le début de ce paragraphe, à alterner justement le fonctionnement qu'on a éveillé et le fonctionnement qu'on a endormi, car il se passe des éléments, là, voilà, il n'en dit pas plus, en tout cas pas dans ce début de chapitre, il se passe des éléments spécifiques dans les deux, mais il nous aide en tout cas à prendre conscience que on peut remettre du contact entre ces deux moi. C'est surtout ça en fait, je pense qu'il faut retenir. C'est que de passer plus souvent de l'un à l'autre aide à ne pas se sentir découpé, séparé. À ne pas penser que la nuit est une période pendant laquelle notre conscience est complètement séparée et que elle est coupée, en fait. C'est l'image qu'on peut avoir. Elle n'est pas coupée, elle est juste dirigée ailleurs. Et elle fait d'autres activités. Et si on passe plus régulièrement, ça remet de la cohérence dans le moi global. Ça fait que notre moi, dans ce que je comprends en tout cas la proposition de Seth, notre moi qui est lié, enfin le moi interne, donc qui est lié à notre grand moi, comprend qu'il a ces deux parties en lui. Accepte plus facilement qu'il y ait une partie liée au sens interne, connectée à quelque chose que nous on va appeler d'inconscient, et qu'il y ait une partie consciente en nous qui vit ce que nous vivons dans le monde physique. Et que ce sont effectivement deux réalités, mais qui cohabitent. Notre système actuel, avec une grande nuit la plus longue possible, et une grande journée la plus longue possible jusqu'à ce qu'on tombe de fatigue, découpe, sépare, continue à renforcer cette information, cette indication qu'il n'y a que la journée qui compte, quelque part, consciemment en tout cas, et que la nuit il se passe quelque chose, mais qu'on cherche à ignorer, ou qui peut nous faire peur, ou il n'y a qu'à voir les enfants, il y a une sorte des fois de terreur nocturne, qu'est-ce qui se passe la nuit, voilà, le soir qui tombe, la nuit, ça fait peur, il y a une ambiance, et puis on s'endort, et après on se réveille, et on peut se réveiller en pleine nuit. Et ça, les enfants, souvent, ont quand même cette inquiétude qui est présente, parce que c'est comme s'ils se réveillaient dans un autre monde. Un monde où tout dort, où
voilà, les parents ne sont plus là, ne répondent pas si on appelle ou pas tout de suite, et puis tout est noir, il n'y a pas d'activité. Voilà, il y a vraiment deux mondes différents. Et 7 nous invite à recoller les morceaux, à refaire du lien. Hein. Voilà. J'insiste beaucoup dessus parce que j'ai l'impression que c'est le fond de sa pensée finalement sur tout ce chapitre-là. Hein, il nous donne des conseils qui paraissent concrets, pragmatiques, mais pour une raison au final qui est plutôt d'ordre spirituel, de nous reconnecter, de nous aider à nous reconnecter à ce que nous sommes quand nous sommes de ce que l'on comprend inconscient. Les exemples qu'il donne là sont quand même très forts. Il parle de personnes malades, et donc il dit qu'un sommeil trop profond pour des personnes malades est néfaste pour leur corps. Alors que voilà, ça peut être un peu contre-intuitif. Pourquoi est-ce qu'on donne des somnifères ? C'est parce qu'on a cette impression que dans la nuit, on est reposé, le corps n'a que ça à faire de se régénérer. Cet attire notre attention, il nous dit non, ce n'est pas aussi simple. Il y a besoin de temps de sommeil, oui, mais il se passe d'autres choses après, puisqu'il nous conseille d'ailleurs de faire des repas légers dès qu'on se réveille. Et donc, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la gestion des nutriments, hein, dans ce qu'il nous disait. Bon, je ne sais plus exactement. Oui, c'est ça. Donc, avec ce qu'il propose, il n'y aurait pas cette division radicale entre les différentes zones ou niveaux du moi, hein, c'est les mots de 7, ce qui entraînerait une meilleure utilisation des nutriments et une meilleure gestion de l'énergie. Donc, il est préférable, pour des malades, et c'est peut-être pour ça qu'ils se réveillent la nuit, d'éviter de forcer ce qui se passe naturellement dans le corps, de laisser faire le corps, qui a une certaine intelligence spontanée en lui, et que s'ils ont besoin de se réveiller, peut-être qu'ils ont besoin qu'on leur trouve des activités à faire, peut-être qu'ils ont besoin, s'ils ont l'énergie pour lire, pour faire quelque chose, pour marcher un petit peu, qu'il y a peut-être besoin d'un encadrement pendant la nuit, oui, effectivement, mais il serait préférable, en tout cas, d'alterner des périodes d'éveil avec voilà, peut-être 1 heure ou 2 d'activité en pleine nuit avant de se réendormir. Voilà. Il se passe des choses différentes à chaque moment de la journée et le corps a besoin de vivre, à la fois éveillé et endormi, des phases différentes. C'est pas un grand cycle jour-nuit, en fait. Ce que je comprends, c'est surtout qu'il se passe des mini-phases dans la journée. Et c'est pour ça qu'on a envie de dormir en fin de matinée ou en début d'après-midi, ou que vers 6 heures, moi aussi, souvent 5h30, 6h, j'ai un petit coup de pompe. Ben, c'est peut-être le moment de faire une sieste, de se reposer 1 heure ou 2 pour mieux faire ensuite, mieux gérer, mieux vivre sa vie le reste de la journée. Il rajoute dans le paragraphe suivant, donc il est toujours en train de parler des malades, comme je vous disais, il dit « Qui plus est, ces médicaments, il parlait des somnifères, font souvent obstacle à des cycles de rêve qui aident le corps à se rétablir. Et la conscience s'en trouve sérieusement désorientée. » Voilà, un autre conseil de 7 en termes de santé, là, voilà, je vous redis, il parle vraiment des personnes malades, gravement malades. Il disait, oui c'est ça, les grands malades. Le fait de forcer le sommeil, donc voilà, c'est ce que je venais de dire, gêne finalement des cycles naturels. Là, il parle des cycles des rêves, et que certains cycles de rêve aident le corps à se rétablir. Nous avons un fonctionnement naturel qui reste naturel chez les animaux. Il disait que les animaux ils s'endorment quand ils sont fatigués, et puis ils se réveillent. Et c'est des siestes comme ça, c'est beaucoup plus régulier que nous. Dès qu'ils ont un petit temps de repos, pouf, ils peuvent dormir un petit peu, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, et après ils continuent leur journée. Eh bien, ce serait à peu près ce genre de proposition que nous fait Seth, avec plein d'exemples, selon lui. Hein, là, il ne peut pas l'appuyer d'un point de vue, je ne sais pas, médical, scientifique, mais en tout cas, c'est cohérent dans sa proposition. Il explique les raisons.
Ce que j'ai bien rappelé au début, là, ce lien entre les deux parties de notre moi. Mais il donne d'autres explications, comme j'ai dit, la gestion des nutriments, l'énergie qui en est obtenue, les processus chimiques qui se produisent pendant le rêve, et c'est ça qu'il vient de rappeler. Voilà, différents éléments qui peuvent peut-être donner à réfléchir, s'il y a des chercheurs qui m'écoutent, j'en sais rien, mais ou qui lisent directement le livre de Seth, de se pencher sur ces questions-là, de voir effectivement qu'est-ce qui se passe comme processus chimique particulier dans certains moments, donc là c'est pendant le rêve, dans ces phases de rêve, tout en gardant en tête que Seth nous avait dit qu'il y avait encore une phase de sommeil qu'on n'avait pas identifiée clairement où il se passe un élément particulier, qui améliorait la santé. Donc c'est quand même, ça me semble potentiellement intéressant de se pencher sur ces recherches-là, puisque pour moi, le principe de base, alors je pratique le yoga, donc c'est mon état d'esprit, il me semble plus cohérent de prévenir les maladies que les guérir, et donc le plus possible d'essayer de redonner un équilibre au corps avant que le déséquilibre qui est en train de s'installer devienne une maladie. Le principe de cette prévention, ma compagne Baoli, qui fait de la médecine chinoise, elle est aussi complètement dans cette logique-là. La médecine indienne, la médecine chinoise, c'est des médecines traditionnelles qui ont toujours travaillé sur des corps vivants et qui considèrent que c'est avant tout le fait de laisser la libre circulation de l'énergie dans le corps qui fait qu'on ne tombe pas malade, et que soit les soucis physiques, d'ordre physique, soit les soucis psychologiques, et qui souvent sont liés, il y a des répercussions en tout cas l'un envers l'autre, créent des nœuds, créent des blocages. Ça peut être des gestes répétitifs où on va bloquer quelque chose, une articulation, ça peut être une tension liée à une émotion, liée à un souvenir, lié à quelque chose dans le corps, donc psychique, mais qui va s'ancrer dans le corps quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une partie du corps qui prend en charge cette tension. La philosophie générale, je caricature peut-être un petit peu, mais en tout cas, c'est en tout cas le fonctionnement général, c'est de se dire que les tensions qu'on va créer dans le corps, encore une fois, qui peuvent être liées au psychique ou qui peuvent avoir une origine psychique au départ, et si on entend ça, de toute façon, tout est d'origine psychique, puisque c'est la conscience qui crée la matière, eh bien, cette création de tension dans une zone du corps bloque la libre circulation de l'énergie, et c'est ça qui va devenir physique. C'est ça qui va créer un symptôme physique que nous on appelle une maladie. Donc déjà la question c'est de comprendre quelle est l'origine, non pas physiologique, mais éventuellement psychologique, c'est-à-dire quelle est la raison pour laquelle on a intérêt à être malade, peut-être un premier point, et d'essayer de comprendre sinon physiquement qu'est-ce qui est en train de se déséquilibrer dans le corps. C'est bien tout l'art du diagnostic avec le pouls, avec différentes... je ne vais pas rentrer dans le détail, et puis je ne connais pas bien, je ne suis pas spécialiste de ça, mais toute l'analyse qui est faite par le thérapeute pour essayer de comprendre quel peut être le déséquilibre, dans quel organe ça se situe, dans quelle partie du corps, est-ce qu'il y a un excès en quelque chose, est-ce qu'il y a un manque de quelque chose, et d'essayer de rééquilibrer pour éviter de tomber malade. Et j'ai l'impression, donc, du coup, de se passer d'un vrai médicament puissant. De donner des médicaments qui sont plutôt de l'ordre du rééquilibrage, avec des massages, avec des points de pression, avec différentes thérapies que vous connaissez peut-être, pour remettre la libre circulation de l'énergie dans tout le corps, et pour éviter d'aller jusqu'à quelque chose, effectivement, où c'est malade. C'est-à-dire qu'on ne peut plus ou mal se servir de la partie du corps, de l'organe, etc. On est obligé de s'arrêter complètement. Voilà, on tombe malade, donc le corps s'arrête pendant 1, 2, 3, 4 jours, 5 jours, une grippe, quelque chose comme ça, par exemple. Seth est en train de nous parler, pour moi, de la même chose, c'est-à-dire de retrouver un rythme biologique, physiologique équilibré le plus possible, pour se régénérer de son côté, tout seul, ou en tout cas d'éviter d'aggraver la situation. Donc là, il nous disait que certains médicaments, en tout cas si on force le rythme naturel du corps, par exemple les somnifères, ça fait obstacle à des cycles des rêves
qui aide le corps spontanément à se rétablir. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Et donc le deuxième point, c'est que la conscience, avec ces somnifères, s'en trouve sérieusement désorientée. Il continue dans la phrase suivante en disant « Certaines des divisions entre les différentes parties du moi ne sont donc pas inéluctables. Elles résultent seulement de la coutume et de la commodité. » Cette dernière phrase pour rappeler effectivement que j'avais expliqué ça à ma manière, il me semble, dans la dernière séance. C'est-à-dire le fait que pour moi, il y ait l'apparition de l'électricité, notamment de la lumière artificielle, qui permet de rester éveillé pendant la nuit. Là, je le dis vraiment, voilà, c'est vraiment ma manière de présenter les choses. Là, il parle de commodité, de coutume et de commodité, et pour moi, il y a eu quand même, justement, avec cette généralisation à l'échelle de la planète du fonctionnement, des marchés, des échanges, voilà, le commerce, comme si quelque chose ne s'arrêtait jamais sur la planète, et qu'il fallait donc tout le temps rester un petit peu vigilant, éveillé, ne pas rater l'ouverture de tel marché, la fermeture de tel autre, et qui a besoin comme ça, finalement, de ne plus respecter le rythme qu'on a à un endroit donné, dans un pays donné, mais de rester tout le temps en éveil sur ce qui se passe à l'échelle de la planète, et que c'est peut-être pas au service de l'être humain en tant qu'individu. C'est peut-être au service d'une société, de quelque chose qui nous dépasse, d'un rythme global, d'argent, de pouvoir, de je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas au service de nous, chacun en tant qu'individu. Et Seth nous dit qu'effectivement, nous créons du coup, là il parle de coutume ou de commodité, pour les commodités d'un ensemble, eh bien, chacun va faire des concessions sur son rythme, sur ce qu'il accepte, et ça va créer, c'est les mots de Seth, des divisions entre les différentes parties du moi. Ce n'est pas inéluctable, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas marqué, ce n'est pas gravé quelque part, c'est juste un fonctionnement dans nos sociétés actuelles, qui peut donc tout à fait être modifié si on prend la conscience que ce n'est pas bon pour le corps humain quand on tombe malade, que ça nous déséquilibre, que etc., etc. On peut donc changer ça. C'est ce que Seth faisait déjà donc dans les années 70, de nous proposer un nouveau rythme de fonctionnement finalement sur 24 heures, mais ça peut donc s'appliquer à tout le monde, donc à la société. Et qu'on retrouverait du coup plein d'avantages qu'il a déjà listés, mais surtout, c'est voilà, le point de départ, c'est pour ça que c'est ce que je résumais dans ce début de séance, c'est de reconnecter ces deux parties du moi. Et on rejoint le travail de Seth de manière générale, donc qui est plutôt d'ordre, on va dire, spirituel ou de développement personnel, ou voilà, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas d'une recherche de se reconnecter à notre essence profonde, qui nous sommes au fond de nous. Quelle est la partie de nous qui ne va pas disparaître quand notre corps va mourir? Voilà. La question, elle est autour de ça. Et Seth nous dit simplement qu'on peut se reconnecter à ça quotidiennement, régulièrement, et que ces cycles jour-nuit sont déjà une manière de le faire. Et que à l'intérieur, on peut faire des cycles plus fins, sommeil, éveil, qui ne sont pas donc calés exactement sur la nuit. Donc voilà, tout ça, ça se répète beaucoup, mais j'essaie de le présenter de manière différente pour comprendre la cohérence et l'intention de Seth qu'il a voilà, derrière. Donc c'est aussi rassurant, puisqu'il suffit, entre guillemets, de bonifier notre rythme de ce qu'on fait dans nos 24 heures pour qu'il y ait plein d'avantages, comme il présentait. Et bien, Seth va aller dans mon sens dans le paragraphe suivant. Il dit « Dans des périodes plus anciennes, avant même l'apparition de l'électricité, le sommeil n'était pas constitué d'une longue période nocturne ininterrompue, car les lieux où l'on dormait ne présentaient pas le même degré de sécurité. Également. Donc oui, il n'y avait pas de lumière, mais il y avait une insécurité. On n'était pas enfermé, barricadé dans une maison où quand on dort, normalement, il n'y a personne d'autre qui rentre. Quand on vivait dans des grottes, quand on vivait dans des abris de fortune, il y a des prédateurs qui rôdent autour.
éventuellement, même la nuit, et il faut donc rester vigilant, avoir tout le temps une oreille un peu aux aguets, et donc ça paraît effectivement cohérent de se dire que régulièrement il y a des éveils, euh, voilà, simplement pour surveiller ça, pour ne pas rester vulnérable pendant toute la période de la nuit. Et peut-être même si c'était à tour de rôle, et qu'il y a tout le temps au moins une personne dans le clan, la tribu, je sais pas comment on appelle ça, au niveau de l'homme des cavernes, qui restait éveillé. Voilà, il dit effectivement. Donc voilà, je relis pas forcément ou non, parce que voilà, ça relie effectivement ce que je viens d'expliquer. Hein, voilà. Les lieux endormis ne présentaient pas le même degré de sécurité, donc ça se comprend. Et il continue dans la phrase suivante en disant l'homme des cavernes, par exemple, mais ça s'adresse à toutes les périodes avant l'électricité, hein, ce qu'il est en train de nous dire. Mais l'homme des cavernes, par exemple, dit-il, montait la garde tout en dormant. Donc c'est ce que voilà, je disais, hein, toujours une oreille un petit peu attentive, et demeurait attentif aux prédateurs. Les aspects mystérieux de la nuit naturelle en extérieur le maintenaient partiellement en alerte. Ça c'est intéressant effectivement, voilà, la nuit naturelle en extérieur, avec des aspects mystérieux, il y a toujours des bruits, on sent qu'il y a des animaux qui se déplacent, on sent qu'on n'est pas tout seul, et qu'il y a toute une vie très présente, auquel on n'est plus habitué, nous, aujourd'hui, dans nos sociétés. D'une part parce qu'on est en ville, donc on est quand même, en général, la majorité de la population vit quand même loin d'une nature, dans son sens large, et que de toute façon, nous avons construit des maisons, des abris, des appartements, des endroits où nous dormons qui sont en général assez sûrs, assez fermés, assez isolés, où on essaie d'éviter de faire entrer n'importe quel prédateur, n'importe quel animal qui pourrait nous être nuisible, néfaste pendant la nuit. Voilà, donc on se coupe le plus possible pour pouvoir aussi du coup dormir une phase plus longtemps. Et c'est une phase de nuit plus longue, plus longue. C'est intéressant de se dire que même Seth, il nous dit, mais finalement, le corps a été fait pour être une partie du temps réveillé pendant la nuit, et que ça correspond à ce que faisait l'homme des cavernes, ou même avant l'apparition de l'électricité. C'était un rythme normal, mais nous sommes faits pour ce rythme-là. Et quand on entend après que Seth nous dit même que finalement on s'est construit un endroit tout douillet, un lit confortable, on est entièrement enfermé, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Donc on peut dormir longtemps, mais il nous disait que de dormir 10 heures est néfaste pour notre corps. Les muscles se raidissent, ils perdent en souplesse, notre esprit aussi perd en souplesse, et que l'alternance dont je parlais, en plus de consolider le lien entre nos différentes parties du moi, vont aussi être au service d'une conscience plus souple, plus tonique, plus dynamique, et d'un corps également, qui ne va pas rester longtemps à se raidir. Donc ce que faisait l'homme des cavernes, naturellement, mais parce qu'il avait des prédateurs qu'il surveillait, donc il fallait qu'il s'en méfie, était quand même malgré tout adapté à son corps. Il devait donc conserver un corps a priori beaucoup plus en forme que nous. Et je pense que globalement, d'un point de vue physique en tout cas, peut-être pas intellectuel, mais d'un point de vue physique, effectivement, ces périodes-là, les êtres humains étaient beaucoup plus solides, résistants aux maladies, aux prédateurs, à se régénérer, aux blessures, à quoi que ce soit. Ils étaient beaucoup plus solides, résistants, je pense. Voilà, donc voilà. Les aspects mystérieux de la nuit naturelle en extérieur les maintenaient partiellement en alerte, et on comprend bien sûr pourquoi. Il se réveillait souvent, continue Seth dans la fin de ce paragraphe, pour surveiller son abri et ses alentours. Voilà, donc ça nous donne effectivement un peu un contexte. Pour resituer d'où nous venons, dans quel cadre en tout cas notre corps fonctionne, et nous dirait Seth dans quel cadre il a été créé, inventé, et donc dans quel cadre physiologiquement il est le plus adapté.
hein. Finalement, c'est ça quand même à retenir. Pas que le corps, mais donc la conscience également. Comme les deux fonctionnent en synergie, eh bien, c'est bien sûr cohérent de voir que l'un apporte, le bien-être de l'un apporte du bien-être aussi à l'autre. Je vais faire une petite pause déjà dans cette séance qui va peut-être être un peu plus courte que d'habitude d'ailleurs. Je vous remercie pour votre attention et puis on se retrouve juste après cette pause.